Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai acheté les 4 accords Toltec il y a quelques temps et j'avais envie de vous en parler, faire un petit résumé du livre afin de voir ce qu'on pouvait en tirer comme leçon de vie et essayer d'améliorer notre quotidien, d'être plus heureux dans notre vie, ce qui est le but de la chaîne L'Instant Grenadine. Donc les 4 accords Toltec, c'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz. À la base, il a été écrit en 1997 en anglais, mais depuis il a été traduit dans plein de langues partout à travers le monde. Donc Don Miguel Ruiz, c'est un chaman mexicain qui nous transmet en fait des messages des Toltecs. Donc les Toltecs à la base dans la région, dans le Mexique du Sud, c'était un mot qu'on utilisait pour décrire les hommes et les femmes qui possédaient la connaissance en fait. Donc c'est de là que ça vient le mot Toltec. Et donc dans ce livre, il nous parle de ces fameux 4 accords. Donc les 4 accords, ce sont les suivants. Le premier, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Donc on va voir un petit peu le détail de chacun de ces accords. Donc comme on peut le voir, ça peut sembler être des accords simples et logiques qu'un enfant pourrait comprendre, mais finalement pour réussir à les mettre en œuvre, il faut une sacrée volonté. Voilà. Donc le livre commence par une description du monde dans lequel on vit selon Don Miguel Ruiz. Donc j'avoue que la première partie, j'ai pas spécialement accroché parce que ça parle un petit peu quand même un peu de religion, même s'il dit que c'est pas une histoire de religion, c'est plus une histoire de mode de vie. Je trouve qu'il y a quand même certains passages qui font penser à la religion. Il parle de Dieu, il parle de l'enfer, voilà. En gros, pour résumer, il dit que aujourd'hui, nous, le monde dans lequel on vit, c'est l'enfer, parce que on est aliéné à des croyances qu'on nous a imposées avant même qu'on soit arrivé sur cette terre. On est tout le temps dans le jugement, dans la critique, on est blessé pour un oui ou pour un non. Aujourd'hui, selon lui, on vit dans l'enfer. Et le but du jeu, ça va être d'arriver à atteindre le paradis sur Terre en s'appliquant à soi-même les 4 accords Toltec. Donc, tout le principe du livre réside sur cette idée, c'est que en appliquant ces 4 accords, on va s'aimer soi-même. Du coup, on va apprendre à s'aimer d'un amour inconditionnel. Alors, on va pouvoir réussir à aimer les autres de la même façon, sans condition. Du coup, je serai plus heureuse, les autres autour de moi seront plus heureux, et eux-mêmes seront alors incités à appliquer dans leur vie les 4 accords Toltec. Le but du jeu, ça va être d'abord apprendre à s'aimer nous-mêmes pour ensuite aimer autrui. Voilà, donc comme je vous disais, moi la première partie, tout ce qui est la partie rêve de la planète, écran de fumée, etc., c'était un peu spécial pour moi, j'ai pas trop accroché. Il parle du monde dans lequel on vit qui s'appelle le mythoté. C'est un monde dans lequel il y a toutes nos croyances, toutes nos peurs, etc. C'est celui dans lequel on est empêtré aujourd'hui. Il dit qu'on a besoin d'être accepté et aimé par autrui, mais qu'on est incapable de s'accepter et de s'aimer soi-même. Ce qui en soi n'est pas complètement faux. Et donc le but, donc, comme je vous disais, ça va être d'abord de s'aimer soi-même, de construire son propre paradis personnel, pour ensuite y vivre, qu'importe ce qui se passe autour de nous. Nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on aura la paix et l'amour, et du coup, on sera heureux dans notre vie au quotidien. Donc on va passer au premier accord, que votre parole soit impeccable. Donc là il part du principe que la parole en fait c'est comme une baguette magique. Ça nous permet de jeter des sorts, donc on peut être un mage blanc, donc dire des jolies choses, faire un compliment et égayer la journée d'une personne, ou bien être un magicien noir, un mage noir, rien qu'avec un mot on peut détruire la vie d'une personne carrément, ou la vie de millions de personnes. Donc dans son bouquin il prend l'exemple d'Hitler qui, seulement grâce avec sa parole, a réussi à exterminer des millions de gens, de vies, et a réussi surtout à endoctriner énormément de monde, des personnes très intelligentes, uniquement par sa parole. Et c'est là qu'on se rend compte que la parole, c'est un vrai pouvoir créateur.
Donc voilà, dans une première partie, il définit qu'est-ce que la parole. Donc la parole, c'est quelque chose, c'est un pouvoir, ça a un pouvoir créateur, ça peut faire énormément de bien comme énormément de mal. Et donc impeccable, la parole impeccable, qu'est-ce que ça veut dire avoir une parole impeccable? Ça veut dire assumer les responsabilités de nos actions et ne pas juger ou critiquer les autres. Donc on s'occupe de soi, le reste, peu importe, ce qui compte, ça va être nous, à l'intérieur de nous-mêmes, comment on ressent les choses, comment on perçoit les choses, peu importe la façon dont les autres se comportent autour de nous. Et donc ça va nous permettre de ne pas être dans le jugement ou la critique. Le fait d'utiliser sa parole à bon escient, c'est très important parce que aussi, indirectement, ça va avoir un effet sur nous. Par exemple, si je dis j'insulte une personne, finalement c'est moi qui me fais du mal en premier lieu. Pourquoi? Parce que la personne elle va mal réagir et donc elle va me renvoyer mon insulte. Ça a vraiment un effet boomerang, un effet miroir. Si j'aime pas quelqu'un, il y a de très fortes chances pour que lui-même ne m'aime pas non plus. A l'inverse, si j'aime quelqu'un, il y a de fortes chances pour que lui-même aussi. Bon après, faut mettre des pincettes effectivement à tout ça. C'est pas parce que par exemple vous êtes amoureux d'une personne que ça va être réciproque. Mais je vous parle juste dans la façon d'être avec les gens. Si vous êtes aimable, gentil, etc., vous avez plus de chances d'attirer des gens, que la personne en face de vous soit également dans le même état d'esprit que vous. Le pouvoir de la parole, c'est aussi en ça qu'il est important. C'est qu'en fonction de ce qu'on en fait, ça va indirectement avoir des conséquences sur nous-mêmes. Et le fait d'avoir une parole impeccable, c'est aussi une façon de se protéger, puisque le fait d'avoir une parole impeccable, ça va fermer votre esprit à tout ce qui est négatif. Et par contre, ça va le concentrer sur tout ce qui est positif autour de nous. Donc ça, c'est la première chose, que votre parole soit impeccable. C'est vrai que c'est compliqué, et c'est même le plus dur des 4 accords à appliquer, parce que c'est très très facile de tomber dans la critique, dans les cancans. On le sait tous autour d'un café, le matin au travail, à la machine à café, on va tous aller dire tu sais pas ce qui paraît, il y a machin, il a dit à bidule que ça, ah non c'est pas vrai, tout ça, il y a encore l'autre bip qui m'a cassé les pieds hier, il m'a encore demandé ci, il m'a encore demandé ça, enfin on le fait tous au quotidien, critiquer à un moment ou un autre, c'est sans même qu'on s'en rende compte. Mais déjà ce qui est intéressant, c'est d'arriver au moment où on le dit, de se dire ah mince là je suis en train de critiquer quelqu'un, de dire quelque chose de mauvais. Donc déjà rien que le fait de mettre la lumière sur ce qui est en train de se passer, petit à petit, à force de se faire la réflexion, on va peut-être réussir à diminuer un petit peu petit à petit cette façon de faire, et on va réussir, enfin, moi-même la première, je suis pas du tout un ange, souvent ça m'arrive de critiquer des personnes, et grâce à la lecture du livre notamment, je le faisais déjà un petit peu avant, mais grâce à la lecture du livre, quand ça m'arrive, à chaque fois maintenant j'ai un petit ange sur mon épaule qui me dit hé, tu fais quoi là? C'est pas bien ce que t'es en train de faire? Du coup, donc soit du coup, j'essaie de couper court à ce que j'étais en train de dire ou de passer à autre chose, soit du coup le petit ange il arrive à intervenir avant que j'ouvre ma bouche, et ça m'arrive de plus en plus de me taire et de passer à autre chose. Bon, après dans un second temps, ce qui est bien c'est que ok c'est parfait de réussir à ne pas verbaliser les critiques ou les choses négatives envers les autres, mais ce qui est encore mieux c'est d'arriver à même ne pas les penser, parce que même la pensée ça a un fort impact sur notre nous intérieur. Mais ça c'est un autre sujet, c'est pas forcément abordé dans le livre, mais c'est avec d'autres lectures, d'autres découvertes, etc. qu'on peut aborder ces sujets-là. Mais bon, on verra avec le dernier accord, le 4e accord qui est fait toujours de votre mieux, que voilà, de toute façon c'est en perpétuelle amélioration, on essaie toujours de faire ce qu'on peut, et l'important c'est de faire l'effort. Le 2e accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. Déjà il faut réussir à comprendre et à accepter le fait qu'on n'est pas responsable de ce que les autres font. Donc ça c'est hyper important, c'est hyper puissant, mais c'est très très compliqué à l'accepter, et parce qu'on peut dire oui, ok, ouais, je suis pas responsable, mais au fond de nous-mêmes, on a une fâcheuse tendance à toujours se sentir coupable. Ah mince, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ouais mais c'est normal, il a réagi comme ça parce que moi j'ai fait ça. Non. Là, ce qu'il dit dans Michael Ruiz, c'est stop, on arrête avec ça, chacun a sa propre responsabilité.
Si cette personne-là a décidé d'agir comme ça, c'est parce qu'elle l'a fait par rapport à ses croyances, par rapport à sa façon de voir la vie, etc. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est par rapport à sa façon de voir le monde. Il donne un exemple. Bon, là j'avoue que bon, c'est un peu tiré par les cheveux et je sais pas si j'irai jusque-là, mais il dit, par exemple, si quelqu'un te dit ce que tu me dis me blesse, bah lui, si vous lui dites ça, il va vous répondre non, 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 c'est pas ce que je te dis qui te blesse, c'est tes propres plaies intérieures qui vont réagir lorsqu'elles sont touchées par mes propos. Ok. Donc là, on comprend ce qu'il veut nous dire, c'est-à-dire, ok, comme je viens de vous dire, chacun réagit comme il veut, et c'est ses affaires, c'est pas nos problèmes à nous s'il le prend mal ou s'il le prend bien. Mais après, d'un autre côté, c'est un peu facile d'aller par là, parce qu'à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. À ce moment-là, tu peux dire à n'importe qui, toi, je trouve que t'es nul, toi t'es gros, toi tu sers à rien. Ah bah, ça te plaît pas? Bah écoute, c'est pas mon problème, hein. C'est tes plaies qui réagissent par rapport à ce que je suis en train de te dire, mais moi j'y suis pour rien. Après, bon, c'est quand même à mettre avec des pincettes. Je pense qu'il force un peu le trait de manière à ce qu'on comprenne un peu l'idée. Il faut pas s'attacher à ce que les autres nous disent, que ce soit en négatif, mais même aussi en positif. Pourquoi? Donc, le négatif, on l'a vu. Pourquoi faut pas s'attacher aux choses négatives qu'on nous dit? Parce que les gens qui nous disent ces choses, ils jugent par rapport à leurs valeurs, à leurs croyances, à leur vision du monde. Et chaque personne sur cette terre a ses propres façons de voir la vie. Mais il ne faut pas non plus prendre personnellement les compliments qu'on va nous faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin des compliments des autres pour savoir ce que vous valez. On va vous dire, je trouve que tu es très intelligent. Ok, ça doit vous faire ni chaud ni froid, puisque au fond de vous-même, vous savez que vous êtes intelligent et vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous le dire. Et si ça vient déclencher quelque chose chez vous, vous allez le prendre personnellement. Il explique que c'est pas bien non plus parce que ça va être pour votre ego. L'ego c'est pas bon. Et deuxièmement, ça signifierait que si vous êtes content, ça veut dire que quelque part ça vous rassure dans votre croyance, c'est-à-dire que vous n'étiez pas forcément sûr de vous non plus. Et ça c'est pas bon non plus parce qu'il faut savoir ce qu'on vaut et on n'a pas besoin des autres pour savoir ce qu'on vaut. En fait, il faut pas s'attacher à la parole des autres. Qui disent du bien ou qui disent du mal, peu importe, vous tracez votre route et vous n'avez pas besoin qu'on vous valide dans quelque chose, qu'on vous confirme quelque chose ou qu'on vous mette des doutes sur quelque chose. L'important c'est ce que vous croyez. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est encore à prendre avec des pincettes parce que moi je trouve que c'est toujours bien quand même d'avoir des avis extérieurs, des conseils d'autres personnes, etc. C'est à nuancer. Donc apparemment, quand on a réussi à appliquer le premier accord et le deuxième accord, donc ta parole soit impeccable et n'en fais jamais une affaire personnelle, on a déjà résolu 75% de nos problèmes. Donc c'est bien. Et par exemple, si on a déjà réussi à faire ces deux premiers accords, du coup on n'aura plus jamais aucun problème à dire je t'aime à quelqu'un, puisque quelle que soit sa réponse, que ce soit moi aussi ou moi je t'aime pas, peu importe, on aura dit ce qu'on avait envie de dire. On n'aura plus jamais peur de demander quelque chose dont on a besoin. On le demande, si c'est oui tant mieux, si c'est non tant pis, c'est pas grave, c'est pas ça qui nous a empêché d'avancer. On n'aura plus jamais peur de dire oui ou non, puisqu'on sait que chaque personne est responsable de ses actes. Donc qu'on dise oui ou qu'on dise non, nous on est clair dans nos bottes, l'autre il le prend comme il a envie de le prendre, c'est pas notre problème. Donc c'est clair que rien que le fait de se dire j'arrive à dire oui ou non sans se sentir coupable ou autre, c'est énorme et c'est un très gros travail à faire sur soi aussi. Parce qu'on a toujours peur du regard des autres, de la façon dont ils vont réagir, peur de blesser les autres. Et c'est ces peurs qui nous limitent. Le troisième accord, c'est ne faites jamais de suppositions. Donc cet accord, il est vraiment bien, puisque c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire que les gens avec qui on vit sont censés savoir nos besoins, ils doivent anticiper nos pensées, nos besoins, nos façons de faire. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur de poser des questions. S'il y a quelque chose qui nous paraît pas clair, où on a un doute, etc., on ne sait pas si l'autre va comprendre ou quoi que ce soit. On s'exprime clairement, on pose des questions, quitte à se faire répéter les choses plusieurs fois. La meilleure façon de bien communiquer, c'est quand
tout est clair, que toutes les questions ont été posées et qu'il n'y a plus de jeu de devinette. Donc là, je vais vous lire un passage du livre, page 77. Faire des suppositions à propos de nos relations est le moyen le plus sûr de s'attirer des problèmes. Par exemple, nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons. Nous croyons donc ne pas avoir besoin de le lui dire. Nous pensons qu'il va faire ce que nous désirons, parce qu'il nous connaît bien. Et s'il ne le fait pas, nous nous sentons blessés et lui reprochons « Tu aurais dû savoir ». Mais non, c'est pas lui qui aurait dû savoir, c'était à nous de nous exprimer clairement. Et combien de fois ça nous arrive d'imaginer que les autres ont la même chose en tête que nous, alors que pas du tout. On n'est pas médium, on n'est pas des télépathes, et souvent on a cette fâcheuse habitude de croire que voilà, l'autre va forcément faire ça, parce que moi c'est ce que je ferais, et non. Et si on apprenait déjà à arrêter de faire des suppositions et demander clairement les choses, poser des questions, etc., on s'éviterait pas mal de problèmes de communication et pas mal de disputes et pas mal de quiproquos et pas mal de reproches. Parce que du coup, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? On va dire, bah c'est de ta faute, t'avais qu'à faire ça, bah tu sais très bien que d'habitude tu fais ça, bah tu sais, bah non. Parce que encore une fois, faut pas être dans le jugement, il faut accepter nos propres erreurs. C'était pas clair, ok, bah c'est mon erreur, j'aurais dû t'expliquer clairement ça et ça, on aurait dû mettre les choses au clair, point. Voilà. Et c'est tellement... Enfin, ça nous arrive tellement, c'est des habitudes dont on n'a même plus conscience. Et là encore, c'est bien d'essayer de faire des moments où on fait stop dans notre esprit et d'essayer de revoir, de découvrir, de mettre le doigt sur ces moments-là. Ah oui, tiens, là j'étais en train de faire une supposition, je m'en étais même pas rendu compte. Ah oui, tiens, là j'étais en train de critiquer, je m'en étais même pas rendu compte, vous voyez? Ensuite, le quatrième accord et le dernier accord, c'est « Faites toujours de votre mieux ». C'est lui qui va nous permettre de transformer les 3 premiers accords en vraies habitudes, en fait. Faire du mieux qu'on peut, ça voudra dire atteindre tel palier à tel moment, à tel jour, à telle heure de la journée, mais peut-être que le lendemain, faire du mieux qu'on peut, ça sera beaucoup plus ou beaucoup moins. Ça va dépendre de notre état de fatigue, de notre état d'esprit, si on est malade ou si on est en pleine forme, de plein de paramètres autour. Et c'est ça aussi qu'il faut accepter. C'est de se dire, bah voilà, à l'instant T, faire de mon mieux, ça veut dire ça. Et ce qui est super agréable, pour l'avoir testé, c'est qu'effectivement, avoir la sensation qu'on a fait de notre mieux, ça nous permet de nous libérer d'un sentiment de culpabilité. Faire de son mieux, ça veut dire ne pas faire plus ou ne pas faire moins. Faire plus, qu'est-ce qui se passe si on fait plus? Bah, on va se fatiguer, on va mettre beaucoup plus de temps à faire quelque chose qu'on aurait fait beaucoup plus rapidement normalement, on va commencer à faire des erreurs, etc. Moi-même je le vois bien, parfois quand je fais vos commandes, etc., au bout d'un moment j'ai la fatigue qui arrive, et je fais des bêtises. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah du coup je dois recommencer, je dois mettre des trucs à la poubelle, je dois corriger. Et c'est quoi le résultat? Au bout du compte, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre de l'argent, ça m'énerve, et je rumine et je m'agace, etc. J'avais un maître d'apprentissage à l'époque qui m'avait dit le mieux est l'ennemi du bien. C'est vrai que c'est intéressant de connaître ses limites et de reconnaître, bon bah là ok, j'ai atteint mon palier pour aujourd'hui. Je fais une pause, j'arrête, je reprendrai demain, tout à l'heure. Et c'est important aussi de ne pas faire moins, parce que là, pour le coup, on aura vraiment la sensation de « Ah, j'aurais dû faire un petit peu plus quand même, j'exagère », on va avoir un sentiment de frustration. Donc, le fait de faire de son mieux, ça fait qu'on se laisse aucune chance à son juge intérieur de se culpabiliser ou de s'autocritiquer. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, je vais vous lire un passage, page 87. Donc là, c'est un passage en fait qui va expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire de son mieux. Et en quoi faire plus, c'est pas forcément faire mieux. Il était une fois un homme qui voulait transcender sa souffrance. Il se rendit à un temple bouddhiste pour trouver un maître qui puisse l'aider. Quand il trouva le maître, il lui demanda « Maître, si je médite 4 heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance ?» Le maître le regarda et lui dit « Si tu médites 4 heures par jour, peut-être parviendras-tu à transcender ton existence dans 10 ans. » Convaincu qu'il pouvait faire mieux que cela, l'homme lui demanda « Ô maître, et si je méditais 8 heures par jour, combien de temps cela me prendrait-il » Le maître le regarda et lui répondit « Si tu médites 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. »« Mais pourquoi cela me prendrait-il plus longtemps si je médite plus ?» interrogea l'homme.
Le maître lui répondit: Tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie. Tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer. Si tu fais de ton mieux en méditant 2 heures, mais que tu y consacres 8 heures à la place, tu ne feras que te fatiguer, tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que, peu importe la durée de ta méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. Parce qu'il y a un autre passage dans lequel il dit que ce qui est important aussi, c'est faire de son mieux, mais dans quelque chose qu'on aime, qui nous fait vibrer. Si on passe sa vie à faire des choses qui nous plaisent pas, on fait pas de son mieux. On subit et on n'a qu'une hâte, c'est que ça se termine. Donc là, il a aussi tout un passage sur voilà, les vies d'aujourd'hui où on va au travail 5 jours sur 7, on passe 5 jours de nos vies à faire quelque chose qui nous aliène, en fait, qui nous rend pas spécialement heureux, et on l'échange contre seulement 2 jours de liberté, contre son chèque à la fin du mois, et voilà, et il se pose la question, est-ce que c'est ça d'être heureux vraiment ou pas? Donc ça c'est pareil, ça vient faire écho avec plein d'autres lectures, on pourra peut-être parler plus tard, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise, c'est que j'avais envie de faire quelque chose vraiment pour moi, qui me rende heureuse, parce que j'avais envie, voilà, d'avoir un projet personnel, de me développer dans quelque chose qui me passionne, les loisirs créatifs, les activités manuelles, et surtout pour une cause que j'estimais juste, à savoir offrir du bonheur aux gens à travers voilà, mes cadeaux personnalisés. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà, ces 4 accords, comme je vous disais au début, peuvent paraître très simples, très logiques, très faciles, mais finalement quand on essaye vraiment de les appliquer, c'est très compliqué. Que la parole soit impeccable, c'est très compliqué. De passer une journée sans critiquer quelqu'un, de jamais en faire une affaire personnelle, c'est très compliqué aussi, puisque quand on se prend des remarques de quelqu'un, ça vient souvent nous toucher en pleine face, et on se remet en question, on va dire ah c'est vrai qu'il a pas tort, finalement je suis peut-être pas assez bien, ou avec ci, ça, et ça nous arrive tous de se remettre en question, donc parfois c'est bien, il faut pas non plus que ça en vienne à nous pourrir l'existence et à nous faire perdre une totale confiance en nous. Ne pas faire de suppositions, c'est très compliqué aussi. Par exemple, je sais pas, on va voir un collègue et il va nous regarder bizarrement dans le couloir, on va se dire oula, pourquoi il m'a regardé comme ça, puis si ça se trouve il a pas aimé la blague que j'ai faite mardi dernier quand on mangeait ensemble, enfin on va se créer des nœuds au cerveau qui n'ont pas lieu d'être. Et toujours faire de son mieux, c'est vrai que c'est un accord qu'on peut essayer, au moins on peut essayer au moins de faire celui-là, quoi. On dit si les 3 autres c'est trop compliqué, et petit à petit les 3 autres viendront. Et donc à la fin, voilà, il conclut le livre en disant que il faut arrêter d'en vouloir à la terre entière, il faut arrêter d'en vouloir à nos parents, il faut arrêter d'en vouloir à nos bourreaux, etc. Il faut sortir de ce rôle de victime. Si nous-mêmes on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Donc c'est un peu facile à dire, encore une fois, il y a des histoires personnelles qui sont très compliquées, très douloureuses pour beaucoup de personnes, et c'est facile à dire en un livre de 100 pages, arrêtez de jouer les victimes et vous serez plus heureux. Encore une fois, c'est assez caricaturé, mais bon. L'important, c'est vraiment de prendre conscience que si on veut être heureux, alors il faut commencer à changer l'intérieur de nous, la façon dont on veut voir le monde.